Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais faire une toute petite vidéo sur ce qu'est un être humain déjà. Point de vue physiologique, l'être humain, point de vue physiologique, est une superstructure, c'est-à-dire ce qu'on appelle un superorganisme, c'est-à-dire que chacune de ces cellules pourrait vivre totalement en autarcie, si elle avait de quoi se nourrir, évidemment, de quoi éliminer, etc., et assez d'énergie, mais elle vit en groupe. Alors, il y a quelques années, dans les années 80, j'avais lu un livre qui expliquait qu'en fin de compte, nous sommes, c'est-à-dire notre sang est salé comme était le sang il y a des millions d'années ou des milliards d'années, quand la vie est apparue sur Terre, et donc ce sont des cellules qui se sont regroupées. Les premiers animaux ont été des cellules qui se sont regroupées, qui se sont protégées, qui ont fait une espèce de... enfin, qui ont vécu en communauté pour se protéger, ensuite qui ont fait des espèces j'allais dire de cytoplasme, on fait une sorte de peau, une sorte de loge autour d'une communauté, ce qui a donné une sorte de peau, que ça ressemblait à ce moment-là à une sorte de limace, de façon à pouvoir se protéger. Et il existe d'ailleurs des animaux, j'ai pas noté le nom, qui sont des cellules indépendantes, de la même espèce, bien sûr, qui se promènent un petit peu individuellement, et quand les temps sont durs, hop, ils se regroupent et forment des sortes de micro-limaces qu'on peut voir à l'œil nu. Donc j'en ai vu que c'est vraiment assez impressionnant. Si vous appuyez dessus, ben, ça fait des milliers de particules invisibles, et puis tout d'un coup, hop, elles se regroupent en une sorte de mini-limace. C'est un petit peu le principe de l'éponge. Si vous prenez une éponge, c'est un animal vivant, hein, une éponge de mer, vous le mettez au-dessus d'un seau de mer. Vous prenez cette éponge, vous la mettez dans une sorte de tamis, vous savez, ces petits tamis de plage que l'on trouve, que les enfants jouaient dans le temps pour sasser le sable. Eh bien, vous laissez l'éponge dessus, vous la pressez un peu, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous avez une sorte d'eau boueuse, et l'éponge a disparu. Et cette eau boueuse, en fin de compte, c'est en fin de compte l'éponge qui s'est transformée en une multitude de petits micro-organismes indépendants, et qui s'est mélangé à l'eau. Et puis en fin de compte, si vous attendez, on va dire, un certain temps, une bonne demi-heure, et ben hop, l'éponge s'est reconstituée au fond de l'eau, qui à ce moment-là est de l'eau propre, avec au fond une éponge. Ce que vous croyez être de la boue, en fin de compte, c'était des micro-organismes. C'est-à-dire que l'éponge est un super-organisme qui ne peut vivre seul, hein. C'est-à-dire le principe, tu vis en communauté, tu vis en groupe ou tu ne vis pas. Donc ça, c'est assez important. Alors pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, pour l'humanité, en fin de compte, c'est pareil, hein, en cas de collapse ou même hors collapse, hein, simplement en cas d'hiver, eh ben, vaut mieux être en groupe. Alors, c'est assez marrant. Je crois que c'est les Algonquins, hein, que je me trompe. Voilà, ont créé, c'est du côté du Canada, ont créé un monstre qui s'appelle le Wendigo. Et le Wendigo, c'est une sorte de monstre famélique, hein, une sorte d'être humain avec une tête qui comporte des bois de cerf, hein, donc ça peut être un masque. Hein. Et le principe, ça montre le sceptre de l'hiver. Donc le spectre de l'hiver, c'est-à-dire que si vous vivez seul, isolé dans les bois, eh bien vous allez devenir famélique et vous allez devenir cannibale. Et il y a beaucoup de cannibalisme, hein, l'hiver dans pratiquement tous les pays, et je dirais même encore aujourd'hui. Ah, vous avez des preuves, vous avez des spécialistes du cannibalisme, hein, je vous en ai déjà parlé, comme Jade Allègre, qui pourraient vous en dire beaucoup. Donc le Wendigo, c'est une espèce de... Je vous dis le texte, hein, une espèce de monstre qui, cette créature cristallise l'importance de la solitude et les dangers de l'isolement dans les sociétés des forêts boréales. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez jouer les Rambo, si vous voulez faire votre survivalisme en étant isolé, eh ben voilà, vous allez devoir passer par le cannibalisme. Hein. C'est un petit peu ces zombies dont on vous parle tout le temps dans les films. Hein. Ce sont les gens qui, pour moi, hein, qui, infectés ou pas de virus ou pas, vont devenir cannibales. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le
le cannibalisme a déjà existé. Je vous ai parlé la dernière vidéo des croisés. Les croisés étaient cannibales, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tous les textes qui ont été rapportés expliquent que les croisés mangeaient, et puis pas que du non-chrétien, parce qu'ils n'avaient aucun problème pour manger du non-chrétien, mais ils mangeaient aussi les chrétiens, dans le sens où ils traversaient des villages dont ils ne connaissaient pas la langue, et ça tuait à tour de bras, et puis comme ils crevaient de faim, bah, ils mangeaient les humains. Donc ça vous devez le savoir, hein, c'est écrit dans l'histoire. Hein. Les gens qui meurent de faim, que ce soit à la Commune, que ce soit à la Révolution, quand il n'y avait plus rien à bouffer, hein, l'histoire de la mère Michel qui a perdu son chat, il a perdu peut-être son fils aussi, hein, ou ses bébés, hein, donc... énormément de gens tués. Je ne parle pas de bébés dans les congélateurs. Alors pourquoi je parlais de cette vie en groupe? Alors déjà, rassurer un petit peu les survivalistes. Quand j'ai dit les survivalistes mourront s'ils ne prennent pas de vitamine C, par rapport à mon ancienne vidéo, évidemment, je ne parle pas du survivaliste qui a son jardin. Pour moi, les jardins sont les premiers pillés. Quand je dis que Paris a 3 jours de nourriture, ça veut dire que la province va avoir arrivé 10 à 15 millions de personnes, dont une bonne moitié armée de Kalachnikov, qui vont venir piller les jardins. Bon, enfin. Donc je parlais évidemment des gens bloqués dans un blocos et s'en fait piller leur jardin, et dans leur abri anti-atomique, ne se nourrissant que de conserves, et donc mourant au bout d'un mois et demi, 2 mois du scorbut. C'est horrible, enfin bref. Donc pourquoi je vous parlais non seulement de survivalisme, mais il y a des événements derniers là, qui sont quand même incroyables. En 2019, hein, ce que je vous dis, ça s'est passé en 2019. Voilà, il y a un nouveau métier qui existe, que l'on voit au Japon, hein, et que l'on voit, d'après ce que j'ai compris, ça existe aussi en France, c'est nettoyeur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce sont des gens, enfin des sociétés, je ne veux pas en avoir 36 en France, qui vont dans les appartements où sont morts des gens. Et où sont morts des gens de solitude, d'isolement. C'est-à-dire que on découvre quelques années après, quelques mois après, les voisins appellent à cause de l'odeur. Mais si la personne meurt pendant les vacances, par exemple, et les gens partent 1 mois et demi, 2 mois en vacances, il n'y a plus d'odeur pestilentielle. C'est-à-dire que le cadavre est déjà desséché, voire bouffé par les chiens ou les chats de la personne. Allez, ces femmes individualistes, carriéristes, qui n'ont pas fait de famille, qui ce qu'on appelle les ventres vides, les ventres stériles qui vivent avec leurs chats, quand elles sont vieilles et qu'elles meurent de ça, hein, parce que les retraites sont versées, etc. Tout est automatisé maintenant, donc c'est plus le facteur qui frappe à la porte, qui donne de l'argent, etc., comme c'était il y a encore une trentaine d'années. Tout est automatisé, donc on s'aperçoit même pas que les gens sont morts. Alors ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais ça existe. Donc ces personnes isolées, hein, souvent c'est des femmes, se retrouvent dévorées par leur chat ou leur chien, et donc il n'y a plus l'odeur. Je vous ai témoigné qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a 4 ans, 5 ans je dirais, où on avait un voisin dans l'endroit où qu'on louait pour faire le musée, l'atelier du club et la bibliothèque. Donc c'était une sorte de maison individuelle avec jardin. Et à un moment, je rentre et je dis, ça sent vraiment le cadavre. Et quelqu'un me dit, non, c'est les chats. Souvent, c'est des chats qui sont morts, qui sont dans les combles, en fin de compte, des maisons, dans les souterrains, enfin, je sais pas, des choses comme ça. Sauf que non, c'était le voisin. C'était vraiment le voisin qui était mort. Nous, on n'y allait qu'1 fois par semaine ou 2 fois par semaine pour donner des cours de japonais. Mais non, c'était vraiment le voisin qui était mort. Un voisin que j'avais rencontré, hein, avec qui je discutais régulièrement, et qui buvait pas mal et qui fumait pas mal, mais bon. Je me souviens, une des dernières phrases que j'ai entendues, c'est qu'il y avait le Tour de France, et il y avait, je ne sais, ce coureur qui se disait végétarien, qui disait qu'il était végétarien, coureur cycliste, et puis le gars, il n'avait pas réussi son étape, puis l'autre, il gueule, ouais, putain de végétarien de mes couilles. Voilà, bon. Bon, il est mort quand même, hein, je veux dire. Il buvait donc, il n'était pas végétarien, il buvait énormément d'alcool et il fumait énormément. Donc il est mort, il avait 10 ans de moins que moi, je dirais, à peu près 10-15 ans de moins que moi, largement. Hein. Moi, à l'époque, j'avais 58 ans, lui, il avait une quarantaine d'années. Je dirais 42-43 ans. Voilà, donc
Donc c'est vraiment quelque chose qui existe. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce que l'on sait, c'est que la solitude, quand on la subit, quand elle est imposée par la société, par le fait qu'on n'a pas eu de famille, qu'on n'a pas fait de famille, qu'on n'est pas entouré, ou qu'on est un con, hein, tout simplement, et que personne veut nous supporter, le fait de subir une solitude pareille augmente les risques de mort prématurée de 19%. Bah, je ne parle pas de l'alcoolisme, de la surbouffe, etc. Le scorbut, par exemple, on le retrouve aussi chez les jeunes. Hein, je parlais de mort par le scorbut, c'est une des morts de la solitude aussi, si vous voulez. Vous vous faites livrer du kebab, vous allez bouffer que des conserves, en un mois et demi, vous êtes mort. Donc ça, c'est important. Beaucoup de jeunes, à force de bouffer, comme on disait aux États-Unis, du beurre de cacahuète, des hamburgers, des choses comme ça, des produits cuits et sans aucune vitamine, bon, évidemment, ils commencent à avoir le scorbut. En France aussi, beaucoup de gens ont le scorbut. Bon, ils ont d'autres maladies avant. Bon. Donc, en fait, puisque je voulais vous parler de fait, c'est que dans les Hauts-de-Seine, le corps d'une femme a été retrouvé momifié 5 ans après sa mort, à Courbevoie, au 4e étage d'un immeuble de la rue Armand-Sylvestre. Donc c'est récemment. Donc cette femme serait morte à 69 ans. Donc sa boîte à lettres était pleine depuis 2015. Donc personne s'est étonné. La concierge s'est aperçue que la boîte était pleine depuis 4 ans. Mais bon, voilà, donc on se posait pas trop de questions. Et puis ça faisait 4 ans qu'elle était morte. 5 ans qu'elle était morte, pardon, complètement déshydratée, complètement desséchée. Et évidemment, il n'y a pas d'odeur à ce moment-là. D'accord. Elle est momifiée, donc tout dépend si elle meurt en hiver ou en été, certainement aussi. Et donc toujours en 2019, à Nantes, un homme qui était décédé en 2008 a été retrouvé dans un appartement 11 ans après sa mort. Donc, vous voyez, c'est pas, quand je parle de solitude, il n'y a pas besoin de parler simplement super-organisme. Chacune de nos cellules pourrait vivre, comme je vous ai dit, indépendamment, mais on vit en groupe. La cellule du foie n'a pas la même tête que par exemple, qu'une cellule des os, une cellule graisseuse ou une cellule nerveuse. Et pourtant, on vit tous dans un corps, en harmonie, avec des bactéries, des virus exogènes évidemment, qui viennent de l'extérieur. Les champignons aussi, voilà. Plus ou moins, si c'est le candida albicans, ou la bactérie E. coli. Voilà. Mais ça, si on s'affaiblit, évidemment, si on déséquilibre notre biotope intestinal, il va y avoir des complications. Malgré les efforts des bactéries et des virus qui font tout pour que ça se passe bien. Ceci dit, l'être humain est un être qui doit vivre en communauté. Isolé, il est mort. Si vous avez votre petite ferme isolée, que vous êtes tout seul pour survivre, si vous vous cassez une patte, vous êtes mort. Donc personne peut vous aider, comme malheureusement ce randonneur, là, je crois que c'est en Corse ou en Sardaigne ou en Sicile, qui est tombé d'une falaise, qui a téléphoné en disant, voilà, j'ai les 2 pattes cassées, j'ai les 2 jambes cassées, et venez me chercher, je tiendrai pas. Et qui, bien sûr, ne savait pas où il était, parce que tout simplement, dans ces endroits-là, il n'y a pas de GPS. Vous voyez, donc le téléphone passe de temps en temps, mais il n'y a pas de GPS. Donc, voilà, la technologie a ses limites, à moins d'avoir du matériel militaire, haute fidélité, haute sécurité, haute technicité. Voilà. Donc, tout simplement, pour rebondir sur le principe de l'individualisme, l'individualisme qui est le cancer de la société, les individualistes ne feront pas long feu en cas de collapse. Et donc ils se mettront dans des groupes, mais bon, les gens des groupes vont vite comprendre que les gens veulent attirer la couverture à eux, que ces individualistes veulent être les leaders du groupe, les brains, les chefs, les number one, les ichiban, comme on dit au Japon. Vous savez, au Japon, dans les lieux pour touristes, dans les magasins de touristes, vous avez ce tablier de cuisine, vous savez, pour faire la vaisselle, là, que l'on vend aux touristes. Dessus, il y a marqué en gros en japonais Ichiban. En gros, ça veut dire je suis le maître, c'est moi le maître à la maison, c'est moi le numéro 1, mais c'est moi qui fais la vaisselle. C'est plus pour se moquer des touristes. C'est-à-dire, tu te prends pour un Ichiban, tu crois que tu es individuel, tu crois que tu peux vivre en tant qu'individualiste, et en fin de compte, tu vis dans une société. Ouais, j'ai pété mes lunettes, c'est pas terrible. Voilà, donc en fin de compte, je vous souhaite une très bonne journée. Pensez à devenir agréable, à être
convivial. Voilà, de façon que les gens puissent souhaiter votre compagnie, ayez quelque chose à apporter aux autres, ne vivez pas comme un Rambo tout seul au fin fond de votre ferme avec vos fusils, vos chiens, etc. N'hésitez pas à inviter vos voisins de palier, à faire des fêtes dans votre quartier, essayez de vivre en groupe, parce que si demain ça pète, les gens tireront sur les étrangers, c'est-à-dire sur les gens qui ne connaissent pas. Et donc, si vous vivez depuis 30 ans dans votre quartier que personne ne vous connaît parce que vous êtes un putain d'individualiste, je dirais pas anarchiste dans le sens mauvais du terme, mais voilà, vous voulez vivre tout seul dans votre coin, bah ça se paye, d'accord? Donc, seuls vivront ceux qui ont créé des communautés. Seuls survivront ceux qui ont créé des communautés. Les gens qui viennent chez nous sont déjà des communautés, sont déjà en communauté. Voilà, donc gros bisous, et puis pensez à ça. Donc je ne sais pas comment intituler cette vidéo, hein, puisque ça parle un petit peu d'individualisme, de super structure, super organisme, voilà. Tout simplement les dangers de l'individualisme encore et encore. Voilà, allez, gros bisous, et puis vivez en groupe. Sachez partager et apporter beaucoup de bonheur et de bien aux autres.